Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. C'est le 14. L'une des grandes révélations de ces choses, c'est qu'à chacune de ces choses qui vont se passer, vous allez voir ces résultats-ci. Et les gens vont toujours dire qu'on n'a jamais vu ça, ça fait longtemps. Dans des moments, ça a des années lointains qu'on puisse voir de telles similitudes. Parce qu'on entre dans un espace prophétique terrible pour la manifestation de l'homme de ténèbres. Quelque chose va se passer, 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 je vous le dis. Souvenez-vous, le point de départ de toutes ces choses, c'est 2025. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur prépare son armée, Satan prépare son armée. La lumière et les ténèbres sont sur le point de se rencontrer et faire des confrontations dans toutes les strates de la vie humaine. Le réveil des ténèbres, le réveil de la lumière. À partir de 2025, nous sommes au 15e point maintenant. 15e point. Grande déclassification sur plusieurs dossiers dormants. Alors, le mot déclassification va commencer à se faire entendre dans beaucoup de strates de la société, dans les pays occidentaux, en Amérique. Des choses qui étaient gardées dans la moire, des choses qui étaient cachées top secret dans la moire, on va les mettre au grand jour pour ouvrir les dossiers de ces tiroirs-là et faire connaître au grand public des choses cachées. Et puis, comme avait dit le Seigneur, il n'y a rien de caché qui ne viendra au bout du jour. Il y aura des fuites de dossiers, des déclassifications massives. Alors le mot déclassification donc va venir sur la scène 2025 et suivant. Beaucoup de dossiers cachés depuis la nuit des temps sur des sujets tels que les meurtres, des désastres, des découvertes n'ont pas été faites. Vous verrez donc le mot déclassification faire la une des journaux. Page Afrique, des violences extrêmes et une guerre de décolonisation. C'est une nouvelle page sombre de l'histoire qui est révélée aujourd'hui. Une commission de 14 historiens français et camerounais ont étudié le rôle de Paris durant la colonisation, puis après l'indépendance du Cameroun en 1960. Les conclusions sont terrifiantes. Le rapport de 1000 pages évoque notamment plusieurs dizaines de milliers de Camerounais tués. On va s'y arrêter longuement avec l'un des auteurs du dossier, Karine Ramondi. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes la coprésidente de la commission
commission mixte chargée du volet recherche. Vous êtes également historienne, tout comme Alvin Assambendi, depuis l'université de Yaoundé. Bonjour madame et merci d'être avec nous également. Vous êtes historienne du volet recherche. D'abord, rappelons peut-être que ce rapport émane d'une demande commune entre la France et le Cameroun. Oui, tout à fait. À l'origine, en fait, ça émane même des sociétés civiles françaises et camerounaises qui ont été relayées par les deux présidents des deux pays afin que, en effet, lumière soit faite sur cette histoire, cette page d'histoire traumatique entre nos deux pays qui n'a jamais été véritablement reconnue comme une guerre de décolonisation. Alvin Assambendi, vous avez pu consulter des archives inédites à Yaoundé. Nous avons pu consulter des archives inédites, pas à Yaoundé, mais des archives inédites beaucoup plus en France, dans certains centres d'archives français. Vous savez, nous avons eu une habilitation secret défense. Maintenant, nous avons également consulté des archives inédites des privés et à l'ouest du Cameroun, dans les archives régionales du Cameroun, nous avons également eu certaines archives qui n'étaient pas encore utilisées par nos collègues chercheurs. L'enseignement principal de votre rapport, donc, c'est ce que je disais, la France a probablement tué plusieurs dizaines de milliers de Camerounais entre 1945 et 1971. On avait déjà une estimation de ce chiffre ou ça c'est nouveau ? Oui, on avait une estimation déjà de ce chiffre, mais je dirais qu'un rapport de 1000 pages ne peut pas se résumer à une phrase, dans le sens où les apports de ce rapport sont nombreux. Évidemment, on a essayé de tracer un bilan humain, mais surtout ce qu'on a montré, c'est que les violences répressives avaient plusieurs formes, polymorphes, qu'elles prenaient une envergure de plus en plus importante à partir de 1955, qu'elle ne s'exerçait pas seulement du point de vue militaire, mais aussi du point de vue diplomatique, policière, du point de vue policier et judiciaire. Et nous avons essayé véritablement de conduire des investigations sur des points qui avaient été relativement peu documentés jusque-lors, notamment comme certains massacres ou la question des camps de regroupement. Alors arrêtons-nous sur l'un des massacres, le massacre d'Équité en 1956, une tuerie de masse perpétrée par les colons français. Je dirais plus précisément, si vous me le permettez, un massacre qui intervient dans un contexte des élections de 1956, un assaut militaire qui est donné sur une réunion d'UPCistes qui se réunit, on va dire, de façon pacifique pour déterminer la conduite à tenir de leurs actions futures. C'est le parti indépendantiste ? Tout à fait, le parti indépendantiste, pardon, et qui globalement va donner lieu à un assaut militaire où le bilan français qui va être endossé est de 20 morts, alors que les mémoires et les témoins de l'époque attestent jusqu'à 100 à 200 morts, sachant qu'évidemment, on va dire le chiffre est compliqué, mais ce n'est sûrement pas 20 morts. Et il y a eu tout de suite un narratif officiel militaire qui a été mis en place pour justifier ce qui a été fait à Équité. Alvin Assambendi, ce massacre-là est bien connu au Cameroun ? Ce massacre, il est connu surtout par les populations bassa. Malheureusement, vous savez, à un moment, l'administration camerounaise, les autorités camerounaises également, ont fait cette guerre contre les nationalistes et donc elles ont eu tendance à refouler ou alors à ne pas communiquer sur ce genre d'événements malgré l'indépendance du Cameroun. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ce qui est d'Équité, c'est surtout dans cette région-là de Edéa et dans la mémoire locale, parce que les Bassa, les populations Bassa qui étaient parmi les différentes populations, c'est vrai, l'UPC était un parti national, mais les Bassa étaient assez impliqués dans la chose. Du coup, le massacre d'Équité reste cartographié en pays Bassa. Malheureusement, il n'est pas connu. Il n'est pas connu et justement, c'est ça l'avantage, l'une des innovations de cette commission, c'est de ressusciter ce genre, d'exhumer ce genre d'effets, d'événements historiques. Pas connu du tout en France, hein, Karine Ramundi. Ah non, absolument pas. Si ce n'est peut-être par des ouvrages qui ont déjà travaillé sur la question, comme Cameroun qui en avait parlé. Équité, même au Cameroun, il faut se battre pour trouver où est-ce que c'est exactement, où est le
le mémorial, le petit mémorial qui a été mis en place par on va dire certains militants. Donc non, pas une invisibilisation totale en France et une péniblement visible au Cameroun. Invisibilisation aussi plus globalement de ce qui s'est passé, cette page de l'histoire de la colonisation et ensuite, puisque votre rapport aussi s'intéresse à l'après, à l'indépendance, 1960, ce qui s'est passé après, où la répression s'est accentuée aussi liée à la France. Oui, parce qu'en France, si vous voulez, c'est un sujet qui n'est pas du tout enseigné, c'est un sujet qui a été lu par certains, qui a été découvert particulièrement par certains suite au livre Cameroun, qui a été un véritable succès, mais qui n'a pas réussi aussi à rentrer, on va dire, dans tous les foyers. Il faut être réaliste. C'est peut-être avec ce deuxième livre d'histoire sur le sujet, on arrivera peut-être à aller plus loin. Les gestes de reconnaissance nous y aideront sûrement. Il a été demandé au président de la République française de faire rentrer cette page d'histoire dans les programmes scolaires. On verra les suites politiques qu'il envisage de donner. Alvin Assambendi, vous revenez également sur les assassinats de 2 leaders indépendantistes, Ruben Umniobé, abattu en 1958, et Félix Roland Mioumié, emprisonné et empoisonné en 1960. Est-ce que vous avez pu avancer sur ces 2 cas ? Alors, nous avons l'assassinat de Ruben Umniobé était déjà assez documenté par les travaux antérieurs à Richard Joseph Achille Bembe. L'assassinat de Moumié en partie également, mais avec l'accès déjà aux archives fédérales de Suisse et également aux archives du SDEC, donc de la DGRE actuelle, nous avons pu effectivement avancer sur l'assassinat de Moumié. Pourquoi Moumié est assassiné? On constate que Moumié, à un moment, voulait amorcer un retour au Cameroun et du coup, il n'était pas forcément la personne la bienvenue au Cameroun. Par ailleurs, au niveau international, Moumié avait une grande envergure par rapport aux autorités officielles camerounaises. Moumié avait au niveau diplomatique une stature internationale qui embêtait la France et les autorités camerounaises. Donc, pour ce qui est de Ruben Umniobé, il faut savoir que le journal de marche et des opérations que nous avons pu consulter est assez clair. On a des récits également. Les archives privées du colonel Lamberton nous informent assez de comment est-ce que ces opérations ont été menées. Une dernière question, puisque vous êtes au Cameroun, le président Paul Biya s'est félicité d'un travail de recherche remarquable, dit-il, de la réconciliation, de la conciliation mémorielle, d'une portée symbolique. Les Camerounais attendent des actes concrets de la part des Français, des réparations ? Oui, les Camerounais attendent beaucoup en matière de réparation. Réparation, ce mot revient de plus en plus, réparation. Mais le plus important déjà pour les Camerounais, c'est de reconnaître cette guerre de décolonisation. Ceci est très important. Une fois que cette guerre sera reconnue, même au niveau camerounais, on peut parler désormais des responsabilités même des autorités camerounaises parce qu'il y a tout un pan de la guerre du Cameroun qui a été menée par les autorités camerounaises. Notre travail portait uniquement sur le rôle de la France. Donc, il y a du travail à faire. Les Camerounais sont contents et sont d'ailleurs surpris par la démarche du président Biya qui a pris cet engagement ferme avec le président Macron de faire écrire cette histoire. Parce que du fait des tensions entre la France et certains pays africains, notamment le Cameroun en matière d'image, vider le contentieux colonial est l'une des revendications portées par la société civile camerounaise. Donc c'est un pas vers une sorte de réparation, de reconnaissance et peut-être de repentance. Les réparations pécuniaires, ça peut être un autre débat qui ne concerne pas forcément les historiens. Nous avons adressé nos demandes, nos recommandations aux politiques, mais c'est déjà un début de reconnaître, c'est déjà une forme de reconnaissance. Merci Alvin Assambendi. Désolé, notre temps nous est compté. Merci beaucoup également Karine Ramondi d'avoir accepté notre invitation et d'évoquer cette... Juste préciser vraiment que nous très avons court. Travaillé en toute indépendance. Merci infiniment. Tout de suite, c'est Légendes urbaines. On se retrouve à 16h pour le journal.
Sur le rôle de la France pendant et après l'indépendance du Cameroun, que dit le rapport d'une commission de 14 chercheurs français et camerounais, impulsé par le président Macron? Il a été remis à son homologue camerounais, Paul Biya, cette semaine. Justement, on en parle avec Karine Ramondi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne et coprésidente du volet recherche de la commission mixte franco-camerounaise qui a rédigé ce rapport. Et depuis le Cameroun, nous sommes en ligne avec l'historienne Nadège Ngonland, autrice de ce rapport. Bonsoir à vous. Karine Ramondi, pourquoi la guerre du Cameroun et le rôle de la France restent méconnus quand on compare par exemple à la guerre d'Algérie? Alors je crois qu'il faut déjà se replacer dans le contexte de quel pays parle-t-on, puisque la France, en France, oui, cette guerre est largement méconnue, mais au Cameroun, elle est très connue. Donc il y a une véritable asymétrie des mémoires sur ce conflit. Si on se place du point de vue français, elle est largement méconnue parce qu'elle a été beaucoup occultée par la guerre d'Algérie, qui a mobilisé, comme on le sait, beaucoup d'appelés du contingent et qui a rendu donc possible une visibilité de ce conflit importé quelque part aussi en France métropolitaine. Et pour le Cameroun, je dirais que même s'il y a eu des couvertures presse à l'époque, tout ça est passé complètement sous les radars parce que tout simplement il y avait une faible présence militaire au Cameroun et aussi parce que le nombre de colons y était beaucoup moins important. Alors Nadège Ngonland, Karine Ramondi le disait, hein, contrairement à la France, au Cameroun, j'imagine que cette guerre est loin d'être méconnue. Quelle est, vous, votre explication par rapport au fait qu'on n'en parle pas beaucoup en France de cette guerre? Alors, de ce que j'ai pu lire, entendre, il y a déjà pendant que se déroule cette guerre, il faut reconnaître et se souvenir que se déroulent également des événements en Algérie qui invisibilisent cette guerre. Donc les Français, le gouvernement français est très préoccupé par cette guerre d'Algérie. Et puis il y a aussi la volonté au Cameroun des autorités militaires de taire tout ce qui se passe. La presse, par exemple, n'a pas forcément accès pour relayer ce qui s'y passe. Et lorsqu'elle accède cette presse-là, elle est carrément aux ordres des autorités militaires coloniales. Karine Ramondi, il y a eu déjà des livres de chercheurs sur cette période qui avaient déjà montré que cette guerre avait fait des dizaines de milliers de morts. Qu'avez-vous découvert de nouveau sur cette période 1945-71? Alors, dans ce qui est des nouveautés, tout simplement aussi, on a eu accès quand même à plus de 2300 archives déclassifiées qui deviennent librement communicables avec ce rapport. Donc, on a obtenu une masse d'informations assez conséquente. On a eu accès aussi aux archives militaires, à la justice militaire, qui nous a permis notamment de documenter toute la séquence de répression qui s'installe en septembre 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, et qu'on peut inscrire dans une séquence répressive plus large, dont on a récemment parlé avec le massacre de Tiaroy, par exemple, où les Camerounais qui réclament des droits, qui réclament des augmentations de salaire sont réprimés par des colons. On a extrêmement bien documenté la question des responsabilités, d'une justice qui est inégalitaire entre le pouvoir colonial et puis les dits indigènes de l'époque, puis aussi le rôle de l'armée, et particulièrement d'une escadrille appelée Béthune, qui s'est impliquée dans cette répression. On pourrait faire une liste très importante des apports du rapport, mais il y a aussi évidemment tout ce qui est lié à différents massacres qu'on a voulu bien documenter, comme celui d'Équité notamment en 1956. Tous les apports qu'on a pu avoir aussi sur la question de la diplomatie. La répression diplomatique, tout ce qui est mis en place par la France, par les autorités britanniques pour empêcher les circulations des UPCistes, les rapprochements diplomatiques qui sont faits aussi à l'ONU pour les empêcher de venir plaider, alors que le Cameroun n'a jamais été véritablement, n'a jamais été une colonie, mais a été un mandat qui devait accéder véritablement à
une émancipation politique et une autonomie et une indépendance. Elle a été traitée comme une colonie. Et justement, ce dévoiement du mandat, il est extrêmement bien documenté du point de vue de toute l'analyse des pétitions, des auditions. C'est pas le seul apport. Il y a aussi tout ce qu'on a pu trouver après 1960, où on montre bien que la répression continue. Les Français sont évidemment, enfin les autorités, certaines autorités françaises coloniales, enfin plus coloniales, mais qui sont des autorités françaises, sont au service de la répression de l'opposition pour le service du gouvernement Ejo, qui a été mis en place par le gouvernement français. Et nous avons documenté plein d'autres aspects, mais il faudra nous réinviter. Alors, oui, malheureusement, on n'a pas le temps, on n'a que 10 minutes avec nous. Justement, concernant la répression, Nadège Ngo-Nlend, que retenez-vous des méthodes utilisées lors de la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition ? Alors, il y a diverses méthodes qui sont utilisées, notamment une administration qui est mise au service de cette répression au niveau administratif et politique. Mais j'aimerais surtout ici parler de cette forme psychologique de la répression où les combattants et combattantes sont désignés comme ennemis, racialisés, identifiés comme tels à partir d'une terminologie péjorative et extrêmement négative qui a pour effet de délégitimer leur combat aux yeux de leur soutien au sein de la population. Il y a également une stratégie française des autorités françaises qui consiste à s'appuyer sur des discours sécuritaires relents anticommunistes, notamment pour discréditer auprès du gouvernement britannique les leaders UP6 qui s'y sont réfugiés après les événements violents de mai 1955, et le but étant d'obtenir notamment leur expulsion. Et cet objectif est notamment atteint dès 1957. Alors on pourrait effectivement développer énormément. Il faut savoir qu'une bonne partie du rapport campe vraiment sur ces formes de répression qui sont politiques, qui sont judiciaires. On a énormément traité de l'inégalité de la justice, des procès qui sont organisés, des arrestations arbitraires, des enlèvements, évidemment des assassinats. On a parlé des massacres, des villages qui sont incendiés. Et tout cela s'inscrivant dans une méthode plus large de la doctrine de la guerre révolutionnaire qui est appliquée par le haut-commissaire Roland Pré dès son arrivée au Cameroun. Et quel a été le rôle, Nadège Ngo-Nlend, de la France dans la mort des leaders indépendantistes Ruben Oumniobé et Félix Moumié ? Alors, pour ce qui est de Ruben Oumniobé, sa mort est la conséquence d'une traque qui est organisée par les autorités françaises, une traque et une arrestation et puis un assassinat par les soldats des troupes coloniales. Et avec Félix Roland Moumié, il est plus difficile d'identifier les ordres, mais on a quand même pu retracer une chaîne de commandement qui permet aujourd'hui d'établir que les services secrets français sont impliqués dans l'assassinat de Félix Roland Moumié, qui a été empoisonné. Cela a été possible notamment par l'exploitation des archives de William Bitchell, auxquelles nous avons eu accès, qui n'avaient jamais été exploitées jusque-là. Donc on a pu notamment documenter l'itinéraire de ce personnage, on a pu comprendre son rôle important en tant qu'espion, au service espion, un homme de l'ombre au service de nombreux gouvernements et donc du gouvernement français. Donc il est possible d'établir, même si on n'a pas des éléments précis qui désignent des ordres qui sont donnés, mais on comprend très bien que derrière il y a une main, il y a la main des autorités françaises qui aboutissent à l'assassinat de Félix Roland Moumié. Karine Ramondier, est-ce qu'on se sent totalement libre quand on écrit un rapport qui est finalement une commande du pouvoir politique, en l'occurrence le président Macron ? Totalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose ça comme base pour l'acceptation de la mission et qu'on n'accepte aucune ingérence dans l'écriture ou dans la désignation des membres de la commission, on va vers une indépendance d'écriture. Et puis quand on accepte qu'aucune ligne ne soit changée ou de toute façon, ça n'a même pas été un sujet. Donc en fait, bien sûr que les historiens se questionnent quand ils doivent. Et d'ailleurs, on a de longues pages en introduction de notre rapport qui est en libre accès, je le répète, sur le site Vie publique. On s'est beaucoup interrogés tous parce qu'on a une réputation scientifique. Mais on avait tellement à cœur de travailler sur ces sujets qui sont si peu financés par la recherche classique que, en fait, ces commissions ont peut-être des défauts,
mais en tous les cas, elles ont une qualité, c'est qu'elles sont des véritables accélérateurs de l'histoire et que c'est des opportunités. Travailler à 14 chercheurs pendant 20 mois en étant financé, je peux vous dire que c'est extrêmement rare et en fait le résultat est à la hauteur de l'investissement de chacun des membres de cette commission. Et est-ce que ce n'est pas troublant de remettre ce rapport à Paul Biya, qui est l'héritier direct du régime d'Amadou Ahidjo? Il a été, je le rappelle, pendant 7 ans le Premier ministre de ce régime, qui selon votre rapport est, je cite, autocratique et autoritaire. Troublant, moi ça m'a pas troublé dans la mesure où justement nous sommes allés dans cette réciprocité de l'exercice qui vise justement à ne plus rentrer dans une dissymétrie de relations diplomatiques. Exercice A, exercice B, remise du rapport dans les deux cas. Ça me trouble. Je n'ai pas été troublée, je pense que mes collègues non plus, dans la mesure où il s'agissait d'un exercice politique, une séquence politique qui avait un début, une fin, avec des suites que nous attendons, suite à des recommandations. Et j'avoue que quand on dit ce qu'on a envie de dire, je ne vois pas en quoi on peut être troublé. Karine Ramondi, merci. Merci aussi à Nadège Ngonland, en direct du Cameroun, toutes deux historiennes et autrices de ce rapport. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci à vous. On assiste à des arrestations, à des emprisonnements, à des procès expéditifs. Ce qui est sûr, c'est qu'on a identifié que les tortures étaient particulières sur les femmes, notamment en prison. Bonjour Karine Ramondi, vous publiez avec une équipe de 14 chercheurs français et camerounais un rapport très documenté sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun de 1945 à 1971, donc pendant la période coloniale et après. On commence en 1945. Après avoir été sous mandat français, le Cameroun passe sous sa tutelle. Et c'est à ce moment-là, peut-on lire, qu'une répression multiple débute. 1945, c'est un tournant. C'est à ce moment-là que déjà, il y avait une genèse de mouvements émancipateurs, à vocation proto-nationaliste, ou les premiers nationalistes, comme on dit, qui vont commencer à s'exacerber après la Seconde Guerre mondiale, suite à la conférence de Brazzaville. Et dans cette séquence, on a véritablement une tension entre, d'un côté, des populations africaines, et particulièrement camerounaises, qui souhaitent une émancipation rapide parce qu'ils souhaitent un changement efficace et rapide suite à la Seconde Guerre mondiale, et de l'autre côté, des autorités coloniales qui souhaitent un retour très rapide au statu quo d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et ça va aboutir à une séquence en effet répressive qui va s'inscrire dans ce qu'on appelait avant les émeutes de Douala, parce qu'en fait, c'est surtout dans la grande ville de Douala au Cameroun que les choses vont s'exprimer, en septembre 1945, donc très, très vite après la fin du conflit. Et en fait, cette séquence-là est particulièrement intéressante parce qu'elle s'inscrit dans une séquence plus large des violences qui s'expriment dans l'empire colonial français, que ce soit en Algérie, en Côte d'Ivoire, à Madagascar. Et c'est une séquence de rue qui est réprimée très violemment par les colons eux-mêmes qui sont armés par le pouvoir colonial, par l'autorité coloniale de l'époque, qui est le gouverneur qu'on appelle après le haut-commissaire. On va en parler plus en détail. On avance un tout petit peu dans le temps. On arrive à 1955. À partir de ce moment-là, les autorités françaises vont commencer à mener une sorte de traque contre les indépendantistes camerounais qui font entendre leur voix, qui veulent aussi s'exprimer à l'ONU, ce qui ne plaît pas du tout aux autorités françaises. On a l'équivalent de ce que je viens d'évoquer sur Douala en septembre 1945, qui se réactive un peu partout dans les grandes villes du pays à partir de mai 1955, qui conduit à l'interdiction pure et simple du parti de l'Union des populations du Cameroun par les autorités françaises le 13 juillet 1955. Donc l'UPC qui est un parti indépendantiste camerounais. On assiste à des arrestations, on assiste à des emprisonnements, à des procès expéditifs, à des traques en effet, comme vous l'avez dit. Allons encore plus loin. En 1957, le rapport indique que des zones d'exception de pacification sont mises en place par l'armée française et que des militaires français s'inspirent un petit peu de la doctrine de guerre révolutionnaire qu'ils vont vouloir appliquer à ce moment-là.
Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur cette partie-là? Oui, tout à fait. Quand on parle de pacification, on est sur un vocabulaire totalement militaire. C'est faire croire qu'on veut un retour à la paix. Et pour cela, en effet, on ne s'inspire pas un peu de la DGR, on s'inspire totalement de la doctrine de la guerre révolutionnaire en essayant de favoriser, sous prétexte de paix, des regroupements de population dans des camps, des actions psychologiques sur les personnes, la recherche du renseignement avec des interrogatoires qui peuvent être très musclés. Toujours dans cette période de répression en 1957, il y a la notion de torture qui apparaît dans votre rapport, une notion très forte. Elle correspond à quoi exactement pendant cette période? Ce sont des actions ciblées sur des personnes, que ce soit en prison ou quand des combattants sont traqués et arrêtés pour l'obtention du renseignement. C'est vrai qu'on a essayé de documenter dans ce rapport des cas particuliers de torture. Ce n'est pas toujours évident, bien sûr, puisque les sources sont rares. Ce qui est sûr, c'est qu'on a identifié que les tortures étaient particulières sur les femmes, notamment en prison. Oui, c'est sûr qu'on peut utiliser ce terme de torture parce qu'elle va justement aussi avec le dispositif de la doctrine de la guerre révolutionnaire. On va parler maintenant de l'après-indépendance. 1960, le Cameroun obtient son indépendance qu'elle attendait depuis très longtemps. Est-ce que pour autant, ça veut dire que les violences s'arrêtent de la part de l'armée française? Non, puisque le Cameroun est le premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne, le 1er janvier 1960. Et en fait, la personne qui est à la tête de cet État est une personne qui a été entièrement choisie et sponsorisée, on pourrait dire, par l'État français. C'est une personnalité qui ne fait pas l'unanimité, dont le charisme au départ est relativement faible. Et donc l'idée, c'est véritablement d'accompagner Amadou Ahidjo, puisque c'est son nom. Vous l'appelez comment dans le rapport? je me souviens, il y a un lien avec la France. L'homme des Français. L'homme des Français. Voilà. L'homme des Français, puisque évidemment, Amadou Ahidjo a besoin d'être assisté militairement, politiquement, au niveau aussi de la constitution de son nouveau pays. Enfin, il a besoin d'une aide globale des Français pour tenir son rôle, et les Français et les autorités françaises vont lui offrir un soutien militaire, politique, judiciaire très important qui va lui permettre peu à peu d'éloigner les menaces de retour des UPCistes au pays ou le succès de la lutte armée qui continue au pays, puisqu'il continue à y avoir des maquis après le 1er janvier 1960. Dans le rapport, on parle plus concrètement des armes qui sont utilisées entre 1960 et 1961, notamment de bombes incendiaires. Est-ce que vous pouvez nous parler précisément de ces armes qui ont été utilisées par l'armée française sur les populations camerounaises après l'indépendance? Je précise, on est après 1960. Vous parlez de ces armes, c'est tout simplement l'idée pour nous, c'était de documenter un fait, un mythe, en tous les cas, je ne sais pas comment le qualifier, mais qui aurait eu du napalm utilisé dans l'Ouest Cameroun à cette époque. C'est ce que beaucoup de témoins, ou quelques témoins disaient. En même temps, le napalm est quelque chose de très spécifique. Et en fait, nous, on a cherché absolument à documenter s'il y avait eu des livraisons de napalm et est-ce que c'était le napalm qui avait été utilisé dans les bombardements qui avaient été faits sur l'Ouest à cette époque. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt grâce aux archives militaires et aux archives privées du général Briand qui nous ont été données à l'occasion de cette commission, qu'on parlait plutôt de cartouches incendiaires ou de bombes incendiaires et que ça ne voulait pas dire pour autant que, que les dégâts étaient moindres. Parce que finalement, c'est tout de même des armes extrêmement violentes qui brûlent, qui incendient les cases et qui ont des effets sur le terrain dévastateurs. Pour terminer, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez mené vos recherches, à partir de quel type de documents, comment vous avez réussi à documenter toutes les choses que vous venez de nous raconter avec beaucoup de précision sur certains événements. Écoutez, on a utilisé énormément d'archives, d'abord d'archives écrites qui nous ont été mises à disposition.
On a dépouillé à peu près 1100 cartons, mais on a consulté des archives en France, au Cameroun, aussi à des archives à l'étranger, à l'ONU, à Londres, à Kew notamment. Nous avons aussi eu accès à des archives aux Pays-Bas, en Suisse, pour l'affaire Moumié. On a aussi utilisé les archives orales, parce que dans un pays où l'oralité est centrale, on ne peut pas faire l'économie des archives orales, et tout historien, un minimum africaniste, évidemment souhaite mobiliser les archives orales. On a mobilisé plus d'une centaine d'entretiens qui ont été faits soit par le volet recherche, soit par d'autres personnes qui nous les ont fournis, et on les en remercie d'ailleurs. Souvent, ça a été vraiment des mannes, c'est très important, parce que nous arrivons à un moment où les témoins sont âgés de cette époque, voire même ont disparu. Certains ont même disparu pendant les 20 mois de la commission. Donc nous avons récolté leurs témoignages et Dieu sait que c'est important puisqu'ils ne sont plus là pour le faire. Et puis aussi, on a utilisé quelques entretiens réalisés par le volet artistique et patrimonial qui étaient des entretiens vraiment importants pour nous dans le cadre de nos travaux historiques. Cet étrange objet a été retrouvé au sol le 28 décembre à Soumankoy, en Guinée, où il a suscité beaucoup d'interrogations. Selon des témoignages d'habitants, il serait tombé du ciel. Le journaliste Fassel Issano s'est rendu sur place. Les citoyens étaient très inquiets, il faut le dire, parce que c'était la première fois de voir cet appareil sur place et qui s'est écrasé et qualifié cet engin comme un satellite. Mais selon l'astrophysicien François Pajot, cet engin n'a rien d'un satellite. Quand un satellite rentre dans l'atmosphère, en général, il vient d'altitude très élevée et avec l'échauffement atmosphérique, l'objet qui arrive au sol est complètement détruit. Or, ce qu'on voit là, c'est pas du tout ça. En réalité, cet objet, c'est un ballon stratosphérique. Ces ballons flottent à une altitude entre 20 et 40 km. Ils permettent d'observer la Terre ou l'univers et ils ont l'avantage de coûter beaucoup moins cher que des satellites. Ils sont constitués d'une nacelle, et c'est cette partie qui a été retrouvée à Soumankoy, et cette nacelle se trouve sous l'enveloppe du ballon. Or, une enveloppe de ballon a été retrouvée à Farako, environ 40 km plus loin, à la même période. L'enveloppe et la nacelle pourraient bien provenir du même ballon qui aurait pu connaître une défaillance en vol. Les ballons stratosphériques, ce sont des types de lanceurs qui sont développés en général par les agences spatiales des divers pays, qui vont avoir pour mission de aider à la science. On peut aussi avoir des opérateurs privés ou de type militaire qui, dans ce cas-là, sont plutôt dédiés à faire des nacelles qui vont regarder vers le bas à des fins d'intelligence. Les ballons stratosphériques qui sont soumis donc au courant stratosphérique. À cette époque de l'année, à cette latitude, le mouvement naturel s'effectue d'est vers l'ouest. Donc ce ballon, il peut avoir parcouru quelques centaines de kilomètres ou quelques milliers de kilomètres. L'origine et la fonction du ballon restent donc floues. Pour les déterminer, il faudrait pouvoir examiner les instruments à bord, mais les autorités guinéennes ont très vite récupéré la nacelle et l'enveloppe. Elles n'ont pas répondu à nos questions et n'ont pas communiqué sur le sujet. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde.